Chapitre 14 Quidditch et croquet 27 décembre 2003, 12 janvier 2004. Harry se réveilla tôt ce matin-là et ne parvint pas à se rendormir. Pour ne pas gêner Ginny en se tournant et se retournant dans le lit, il se leva et sortit après s'être habillé. Il déboucha sur le balcon qui desservait les chambres et qui se trouvait sur la façade de l'hostellerie donnant sur le lac d'Avalon. À cette heure-là, l'étendue d'eau disparaissait sous les fameuses brumes associées au lieu. Les traînées cotonneuses qui se mouvaient paresseusement dans la lumière blafarde du petit matin avaient un effet hypnotisant. Harry resta un long moment à les contempler. Une porte s'ouvrit au-dessus de lui, et des pas inégaux résonnèrent sur le balcon qui le surplombait. Harry reconnut la démarche chaloupée de Victor Krum. Il eut une idée, et descendit rapidement vers le hall principal de l'hôtel où se trouvaient les cheminées de transport. 10 minutes plus tard, il était de retour avec ce qu'il était allé chercher. Il gravit l'escalier de bois jusqu'au 3e étage vers la chambre des Krum. Le Bulgare admirait la vue comme Harry l'avait fait avant lui. « Salut !» lança-t-il. Victor se retourna en souriant. L'un de ses sourcils broussailleux se souleva en identifiant ce que Harry tenait sous le bras. « Je te l'avais promis, » rappela le jeune marié. « Juste toi et moi. » Il lui tendit le balai de Ron qu'il avait récupéré au terrier et enfourcha le sien. Ils s'élevèrent avec précaution pour ne pas heurter le balcon qui se trouvait au-dessus de leur tête et passèrent par-dessus la balustrade. Ils volèrent ensuite vers la large pelouse qui était de l'autre côté de l'hostellerie et commencèrent à s'échauffer. Au bout de 10 minutes, Harry lâcha le vif et ils s'élancèrent à sa poursuite. La première manche leur servit à s'évaluer mutuellement. Harry était moins entraîné que son adversaire, mais Victor avait un balai qu'il ne connaissait pas, réglé pour un joueur plus grand que lui. Finalement, Harry parvint à déborder Victor qui réagit à l'instinct. Mal lui en prit. Son balai ne vira pas comme il en avait l'habitude, et cela lui coûta le vif. Au regard qu'il jeta à Harry, il était clair que la partie suivante serait sans merci. Elle le fut. Bien échauffés, ils s'opposèrent plus frontalement, se coupant la route, faisant des manœuvres de diversion. Chacun utilisa toutes les feintes qu'il connaissait, tentant de s'intimider, poussant leur balai à fond et s'évitant au dernier moment. Enfin, Harry crut être parvenu à ses fins. Il touchait la balle d'or du bout des doigts, quand, surgissant de nulle part, la main de Victor se referma dessus. Vexé de n'avoir rien vu venir, Harry lâcha un juron qui reçut en retour un regard narquois. Harry comprit qu'il n'avait aucune chance de remporter la dernière manche, mais il se défendit tout de même du mieux qu'il pouvait. Il eut au moins la satisfaction de rendre la tâche difficile pour son adversaire. Il fallut plusieurs minutes et une manœuvre audacieuse à l'attrapeur bulgare pour mettre la main sur la boule dorée. Une salve d'applaudissements salua la prouesse. Pendant qu'il volait, une trentaine d'invités étaient sortis par la serre et avaient admiré leur performance. Ils piquèrent vers le sol pour les rejoindre. « Oh, c'est toi, Victor !» s'étonna George. « Je croyais que c'était Ginny et que nos 2 tourtereaux nous faisaient une démonstration de leur parade nuptiale. »« Ouille !» protesta-t-il quand sa sœur lui donna une taloche. Tout le monde retourna dans la serre pour le petit déjeuner. Victor et Yordanka s'assirent avec les mariés et les 2 joueurs de Quidditch échangèrent leurs impressions sur la Coupe du Monde. Fleur, qui s'était installée avec eux, se montra ravi d'entendre tout le bien qu'il pensait de l'organisation et du lieu qui avait été choisi par le comité français. Owen passa à leur table pour remettre son bouquet à Ginny. « Il était sur le point de tomber dans le plat de brouillé, » expliqua-t-il tout en tentant de se dépêtrer des vrilles affectueuses. « Ça doit être l'heure de lui donner sa pâtée. »« Ça aime peut-être les flocons d'avoine ?» proposa Harry. Ce n'était pas le cas. Après avoir précautionneusement tâté d'un tentacule scrutateur la bouillie blanchâtre, la plante se rétracta précipitamment. Par contre, Yordanka parvint à l'amadouer avec un biscuit au gingembre. Après le petit déjeuner,
Tout le monde fut convié à assister à une représentation théâtrale racontant l'épopée arthurienne. Petits et grands prirent place sur les chaises disposées dans la salle de réception de l'hostellerie. Ils se laissèrent porter par le jeu des comédiens et les effets magiques qui permettaient au décor de se succéder rapidement. Teddy avait demandé à s'installer sur les genoux de Harry, et Victoire, par mimétisme, avait pris position sur ceux de Ginny. Les jeunes mariés avaient souri en constatant que leur protégé était fasciné par le spectacle, et qu'il suivait bouche bée les aventures de Merlin, la fée Viviane, Arthur et leurs compagnons. Une fois la pièce terminée, un lunch froid fut servi et tout le monde sortit sur la pelouse où la température était exceptionnellement douce. Divers jeux avaient été installés. Croquet magique, bave-boule et frisbee ailé. Ron animait même un atelier d'initiation au football moldu. Le Quidditch avait été volontairement écarté des activités du fait de la grande proportion de professionnels présents. Seuls les enfants pouvaient faire des courses sur des mini-balais. La professeure Bibine se proposa pour les organiser et Harry se demanda si elle cherchait à repérer des futurs champions. Ils avaient également à leur disposition des poneys, des ballons et des jeux de cartes explosives. Harry découvrit que la professeure McGonagall était une joueuse de croquet émérite et que son coup de maillet n'était pas à prendre à la légère. Il se félicita d'être dans son équipe. Ils eurent affaire à forte partie avec Augusta Londubat, qui se débrouillait aussi fort bien. Harry vit nettement la grand-mère de Neville écarter subrepticement une des boules de la professeure de métamorphose du pied, mais comme celle-ci en avait fait autant à l'encontre de sa rivale peu de temps auparavant, il ne la dénonça pas. À l'issue d'une partie acharnée, et malgré l'inexpérience du jeune Aurore, ce furent Harry et Minerva qui arrivèrent en premier, suivis de près par le tandem Augusta-Andromeda. Le football eut également beaucoup de succès. 3 groupes de 11 volontaires purent être formés, ce qui permit l'organisation d'un mini-tournoi. Dudley fut nommé capitaine de l'équipe bleue. Il composa un peloton efficace, notamment en choisissant le professeur Flitwick qui se glissait entre les jambes des joueurs sans se faire remarquer et interceptait ainsi les passes. Le problème était que lorsqu'un buteur shootait trop près du minuscule professeur, celui-ci se retrouvait projeté dans les airs avec le ballon. Quant à Firenze, il constituait un gardien de but hors pair. Olivier Dubois, qui défendait les cages de l'équipe verte, protesta en arguant que le centaure avait un avantage déloyal avec ses 2 pâturons surnuméraires. Ron, qui dirigeait l'équipe jaune, fit remarquer qu'Olivier était un sportif professionnel et que si on excluait tous ceux qui présentaient des atouts particuliers, ce ne serait pas Firenze qui sortirait le premier. June Tierney, la cavalière de l'irascible gardien, qui jouait comme ailière, mit fin à la controverse en flanquant une taloche à son ami et en le traînant vers ses buts en le tirant par la robe. D'un accord tacite, ils ne désignèrent pas d'arbitre et les rencontres se firent dans le chaos le plus total. Lee, après avoir suivi l'action un moment, fit remarquer à Belfort qui était à côté de lui. « Finalement, ce n'est pas si compliqué le football. C'est un peu comme un combat de trolls. » « Ça me rappelle un match à Poudlard, » répondit le vieil homme. « Oh, ça devait être dans les années 90, quand j'étais encore élève. Un certain Clog avait proposé qu'on joue au Quidditch sans aucune limite. Tous les coups étaient permis. Seul l'usage de la magie était prohibé. Il n'y avait pas de vif, car il avait été décidé que le match se terminerait lorsque tous les joueurs d'une équipe se retrouveraient incapables de continuer. « Ça a dû valoir le coup d'œil !» s'exclama Lee. « Ce n'était pas inintéressant, » reconnut le tenancier de la tête de sanglier. Clock s'était cru malin en piquant une lance à une des armures du château pour faire tomber ses adversaires de leur balai. « C'est lui qui a gagné ?» pronostiqua Cho Chang qui s'était approché pour écouter. Dans le feu de l'action, il n'a pas remarqué qu'un orage arrivait. La fin de la partie a été foudroyante pour lui,
au sens littéral du terme. Comment il s'appelait, avez-vous dit demanda Lee. Clog? Comme Edgar Clog? Le fantôme du terrain de Quidditch de Poudlard? Ah, il est toujours là? Un vrai illuminé, n'est-ce pas? Les invités passèrent une heureuse après-midi, alternant les activités. Colin Maillard, chaise musicale, échecs. On discutait aussi beaucoup. Malgré leur rivalité au croquet, Minerva McGonagall et Augusta Londubat semblaient reprendre une vieille amitié. Andromeda, dont la vie était si retirée, faisait la connaissance des anciens collègues de sa fille. Harry remarqua également que ses condisciples de Poudlard parlaient maintenant sans contrainte avec leurs ex-professeurs et autres personnes de la génération précédente. Après le repas du soir, Ron et George présentèrent un époustouflant spectacle pyrotechnique. Les feux fous Fusboom avaient énormément progressé depuis leur première apparition au cours de la 5e année de Harry à Poudlard. À l'époque, ils éclataient en soleil et écrivaient des phrases simples. Puis, Ron et George les avaient développés et plusieurs thèmes avaient été proposés. Encouragement sportif, vœux d'anniversaire ou heureux événements. Lors du mariage de Ron et Hermione, ils avaient mis au point leur premier dessin. Ils avaient continué dans cette voie les mois suivants et on pouvait maintenant trouver des séries racontant des histoires entières en images successives stylisées. Le récit qu'ils leur présentèrent ce soir-là était la bataille de Poudlard. Cela commençait par une silhouette de château, que tous identifièrent d'un coup d'œil. Il était surmonté de la marque des Mange-Morts pour montrer qu'il était encore sous la domination de Voldemort. Ensuite, on voyait 3 personnes arriver. Leurs traits étaient grossiers, mais on reconnaissait bien les épis de Harry, la chevelure indisciplinée d'Hermione et la tignasse éclatante de Ron. Ils rencontraient un autre personnage sous-titré Neville. Par un court dialogue qui s'inscrivait dans le ciel, ils convinrent qu'il était temps de se battre et de chasser les mange-morts. D'autres silhouettes arrivèrent, personnalisées par leurs étiquettes. La famille Weasley, les membres de l'AD, Tonks, Remus et Kingsley Shacklebolt. Puis, on vit la professeure McGonagall rallier statues, tableaux et armures. Dans la grande salle, les élèves tenaient des propos guerriers, tandis que les plus jeunes étaient menés vers une cheminée. Harry constata avec soulagement que le départ des Serpentards n'était pas explicitement montré. Enfin, le combat s'engagea. On voyait des corps à corps entre sorciers et mange-morts, entre mange-morts et armures. Le frère de Hagrid balaya d'un geste 5 ennemis d'un coup. Les plantes de chourave fondirent sur les assaillants et les boules de cristal de Trelawney les assommaient. Flitwick faisait voler ses adversaires, tandis que McGonagall transformait les objets à proximité en armes mortelles. Aucun décès ne fut réellement raconté, mais les corps entassés aux pieds des combattants attestaient de la férocité de l'affrontement, ainsi que les sorts multicolores qui fusaient de toutes parts. Puis, la scène changea, et on reconnut Harry, entouré des arbres de la forêt interdite. Voldemort se dressa face à lui, et un réverbère partit en direction du survivant qui s'écroula. Puis, une sorte de procession arrivait devant les portes du château. Hagrid portant Harry, suivi de Voldemort et son serpent, les mange-morts fermant la marche. Le Seigneur des Ténèbres adjura les défenseurs de Poudlard de se rendre, mais en réponse, Neville décapita Nagini. La relève apparut à ce moment. Parents d'élèves et autres volontaires que Slughorn avait ramenés, mais aussi les centaures et les sombrals de la forêt interdite. Les elfes, armés de poils et de couteaux, déferlèrent à leur tour, et la mêlée reprit. Puis, les duels qui étaient restés dans tous les esprits s'étalèrent sur la voûte céleste. Luna, Hermione et Ginny contre Bellatrix Lestrange. Et plus loin, Kingsley,
McGonagall et Slughorn tenant Voldemort en respect. Enfin, Molly abattit Bellatrix, et Harry se dressa devant le Seigneur des Ténèbres. Le survivant proposa à son adversaire de se rendre, mais le mage noir lança un sort sur Harry qui le lui renvoya. Voldemort s'effondra aux pieds de Harry, et des rosaces multicolores explosèrent, symbolisant leur joie de voir la guerre terminée et leur pire ennemi terrassé. Alors qu'un éclair, rappelant la célèbre cicatrice de Harry, s'effaçait lentement dans le ciel, des cierges magiques conclurent par « Merci à tous » et enfin « Longue vie à Harry et Ginny ». Les applaudissements et les vivas éclatèrent, même si certains invités avaient les yeux brillants de larmes. Ron et George vinrent saluer leur public et reçurent les félicitations méritées. « Ça en jette, présenté comme ça, hein ?» fit Ron à Harry. « C'est parfait !» approuva le marié, validant les omissions apportées à l'histoire. « Mais pourquoi n'a-t-on pas vu la scène où tu as profité du moment pour embrasser Hermione ?» Il entendit derrière lui Andromeda expliquer à Teddy le lien entre la disparition de ses parents et ce qu'il venait de regarder. Harry jugea que c'était une bonne façon de lui faire connaître l'histoire de sa famille. La soirée était magnifique. Les invités restèrent un moment à admirer le ciel étoilé, avant de peu à peu regagner l'hostellerie pour dormir. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Harry et Ginny convièrent leurs invités à se rendre dans la salle de bal pour y découvrir la galerie de photos et de dessins représentant les 2 jours précédents. Dean leur avait proposé comme cadeau de mariage de faire un reportage de la célébration sous forme de croquis animés. Les fiancés avaient plébiscité l'idée et avaient imaginé d'en faire l'exposition lors de la dernière demi-journée. Ceux qui en apprécieraient le résultat pourraient faire des commandes aux jeunes artistes. Dean, qui avait fait son offre sans arrière-pensée commerciale, s'était montré plus qu'heureux de cet arrangement. Sachant que le portraitiste ne pourrait pas représenter tous les invités dans le temps imparti, Harry et Ginny avaient en outre demandé à Denis Crivet, qui avait la même passion que son défunt frère, et à Parvati, qui avait l'habitude de faire des clichés pour ses articles, de couvrir les festivités et de développer leurs photographies avant 10 heures le dimanche. Elles étaient exposées à côté des dessins de Dean. « Vous pouvez noter le numéro des images qui vous plaisent, » spécifia Harry, « et nous vous ferons parvenir des reproductions. » L'exposition eut beaucoup de succès. Les artistes s'étaient attachés à immortaliser les moments les plus cocasses, et les éclats de rire et taquineries fusaient devant les panneaux. « Ces jeunes gens n'ont aucune tenue !» décréta la tante Muriel en découvrant Neville en train de tomber de tout son long sur Anna au milieu de la piste de danse. Harry jugea que le cliché de la professeure McGonagall se démenant sur une gigue écossaise lui aurait bien servi pour monnayer quelques points supplémentaires pour Gryffondor quand il était à Poudlard. Parvati avait réussi à saisir le moment où les chapeaux sans tête avaient été retirés après la seconde épreuve imposée aux mariés le premier soir. On pouvait admirer la physionomie ravie d'Owen, l'air outré de Harry et l'expression résignée de Ginny. Harry dut puiser dans toute sa réserve d'autodérision pour rire avec les autres de sa mine déconfite. Owen nota le numéro du cliché avec ostentation et Harry craignit que l'image ne circule au quartier général des Aurores. Les portraits de Dean n'étaient pas moins humoristiques, mais il s'était aussi appliqué à montrer le bonheur des jeunes mariés et la joie et la bonne humeur qui avaient accompagné l'événement. Beaucoup des croquis n'étaient que des esquisses pas encore animées, mais le talent de l'artiste était patent. Harry adora la caricature qui montrait Mrs. Norris et la tante Muriel en train de parler, penchées l'une vers l'autre. Leur posture et leur mimique dépeignaient pleinement le ragot et la médisance. Un peu en retrait se trouvait Aberforth Dumbledore, l'air sardonique. Le jeune artiste avait également représenté les invités en train de danser. Les regards qui brillaient et les expressions ravies montraient bien le plaisir qu'ils avaient pris le soir du bal. Une des rares œuvres terminées,
était celle où Harry et Ginny exprimaient leurs vœux et se passaient les alliances. Harry n'avait pas eu conscience du regard satisfait qu'il avait échangé avec celle qui venait de devenir sa femme. Sur le côté, Arthur et Molly se contemplaient avec tendresse, comme si c'étaient eux les nouveaux mariés. Dean avait réussi à représenter les tentacules du bouquet de Ginny qui tentait d'agripper la manche de Harry. « Au fait, tu ne lances pas ton bouquet vers les jeunes filles célibataires ?» demanda Neville qui admirait le dessin en même temps qu'eux. « Personnellement, je ne conseille à personne d'épouser celle qui possédera ce monstre végétal, » remarqua Owen qui se trouvait à proximité. « C'est un truc à se réveiller un matin avec une oreille en moins. » « Seulement si on a les oreilles en feuilles de chou, » rétorqua Neville, vu qu'il est strictement végétarien. « Je ne sais pas si je vais le donner, finalement, » hésita Ginny. « J'ai bien envie de le garder. Tu crois qu'on peut le conserver tel quel, sans qu'il se fane ?»« Oui, il y a des sorts pour ça, » répondit le jeune botaniste. « Tu devrais demander à Chourave. » L'idée plut à Ginny, et elle partit à la recherche de son ancienne professeure en compagnie de Neville. Avec un peu de chance, elle va réussir non seulement à le garder en forme, mais à lui préserver ses capacités motrices, imagina Owen. Ça va devenir plein de surprises, la vie chez toi, Harry. Au fait, elle est où la terreur verte ? La dernière fois que je l'ai vue, elle était enroulée à l'un des citronniers en peau de la serre, le renseigna Harry. La matinée se passa à admirer les images et à reprendre les activités de l'après-midi précédent sur l'opulent gazon qui se déroulait devant la serre. Vers midi, un buffet léger fut servi, puis arriva l'heure de se séparer. Les invités commençaient à prendre congé quand Harry vit une certaine agitation un peu plus loin. C'était Mrs. Johnson qui marchait rapidement, Madame Pomfrey dans son sillage. Elles se dirigeaient toutes deux vers un groupe de personnes dont un George survolté faisait partie. « Angelina !» s'exclama Ginny en partant en courant. Harry s'élança derrière elle, mais Madame Pomfrey, avec son efficacité habituelle, fit circuler tous les curieux. À distance, Harry vit Angelina transportée par son père et l'infirmière vers le hall où se trouvaient les cheminées. George suivait le groupe, l'air paniqué, avec la mère de la parturiente dont le chapeau était tout de travers. Molly et Arthur se dépêchaient de les rejoindre, sans doute pour soutenir moralement leur fils. « J'espère que tout va bien se passer, » dit Ginny avec ferveur. « Qui naît jour de mariage amène un bon présage, » fit la voix détachée de Luna. Ginny prit la main de son amie. « Luna, si tu n'existais pas, tu me manquerais. » Harry et Ginny furent heureux de ne pas partir le jour même en voyage de noces. Ils n'auraient pas voulu s'absenter sans savoir s'ils allaient avoir une nièce ou un neveu. Il existait des pratiques magiques pour connaître le sexe de l'enfant à l'avance, mais la tradition était de ne pas chercher à le savoir, un peu comme il était conseillé aux fiancés de ne pas voir sa promise le matin du mariage. Le bébé mit un peu de temps à venir, et les tourtereaux étaient sur le point de quitter le square Grimore avec leur malle le lendemain en début d'après-midi, quand un coup de cheminée de Molly claironna la nouvelle. Son premier petit-fils venait de naître. « Comment l'ont-ils appelé ?» demanda avidement Ginny. « Frédéric, » dit la grand-mère en perdant son sourire. Elle n'approuvait manifestement pas cette décision. Harry ne savait pas si c'était une bonne idée, mais de toute façon, George et Angelina avaient fait les choses à leur façon depuis le début. Ginny s'enquit ensuite des mensurations diverses du nouveau-né, des péripéties de la naissance et de la santé de la mère. Parfaitement rassurée, elle fit des adieux précipités à Molly, et ils partirent sans plus attendre, de peur de rater leur train. Avant leur départ, ils avaient officiellement donné 15 jours de congé à leurs elfes. Ceux-ci resteraient square Grimore, mais ils avaient le droit de disposer de leur journée. Hermione avait été chargée de leur proposer des promenades et activités dans le monde sorcier.
Charlie avait été prié de passer régulièrement pour surveiller la santé de créature et tenter de l'empêcher de faire le ménage de printemps, comme il en avait annoncé l'intention. La destination de leurs vacances post-nuptiales avait entraîné de longs débats au terrier durant l'automne précédent. Harry désirait faire quelque chose d'extraordinaire, qui fasse rêver. Hermione avait évoqué de nombreux pays où les communautés sorcières étaient bien implantées. L'Inde, le Pérou, le Mozambique, le Tibet, l'Australie. Mais Harry avait pensé qu'il ne souhaitait pas se rendre dans des lieux où il pourrait être reconnu. C'est ainsi que l'idée de se cantonner au monde moldu avait fait son chemin. Ne pouvant se décider quant à la destination finale, il proposa à Ginny de faire une croisière. La jeune femme avait adopté la suggestion avec enthousiasme et ils avaient pris les dispositions nécessaires. Harry n'avait pas eu trop de mal à se faire établir un passeport, étant déjà enregistré auprès des autorités moldues. Il déclara comme adresse le cabinet de dentiste des parents d'Hermione, sachant qu'il pouvait compter sur eux pour lui faire parvenir son courrier par l'intermédiaire de leur fille. Ginny dut faire une demande au ministère de la Magie, qui par un processus compliqué lui obtint le précieux sésame. Leur périple commençait à Southampton, qu'ils allaient rejoindre en train. Ensuite, ils feraient escale à Nice, en Italie, puis en Sicile. Ils resteraient plusieurs jours dans l'archipel grec avant de faire route vers la Turquie, la Bulgarie, l'Ukraine et la Crimée. Ils reviendraient après en Grèce et visiteraient Athènes, puis rentreraient en avion vers Londres 2 semaines après leur départ. Une fois de retour, ils constatèrent que la maison avait été nettoyée de fond en comble. Manifestement, leurs elfes n'avaient pas encore assimilé la notion de vacances. Ils parurent tous les trois tellement fiers de leur travail que Harry et Ginny ne purent faire autre chose que de les féliciter. Leurs employés avaient également fait l'inventaire des cadeaux qu'ils avaient reçus pour leur mariage. S'ajoutaient désormais à leurs biens 15 vases, 5 services à verre en cristal, divers services pour le petit déjeuner, ils en avaient un différent pour chaque jour de la semaine, et un monceau de draps, serviettes de table et linge de toilette. Ginny avait en outre reçu de Gwenog de magnifiques multiplettes et de ses coéquipières un ensemble de Quidditch en peau de dragon. Harry avait également été gâté par ses collègues. Il lui avait offert un scrutoscope portatif dernier cri. Le professeur McGonagall s'était démarqué en leur faisant livrer une caisse du meilleur whisky pur feu du monde sorcier. Et Neville leur avait fait parvenir une plante qui avait pour propriété d'assainir l'air de la pièce où elle se trouvait et dégager une bonne odeur de frais. Quant à Luna, elle leur avait rapporté de Terre de Feu des dents de lait de Fangieux qui avaient la réputation d'apporter la prospérité à leurs détenteurs. Ils avaient aussi reçu de la part des jumelles Patil et de Lee un appareil photo magique qu'ils avaient pris avec eux. Ils l'avaient enchanté pour lui donner l'aspect d'un appareil moldu et avaient pu s'en servir devant leurs compagnons de voyage. Ils avaient ainsi rapporté de nombreux souvenirs de leur lune de miel. Une fois de retour, leur première visite fut pour Angelina, qui pouponnait chez elle. Le premier descendant mâle des Weasley était en train de prendre son repas au sein de sa mère. Le visage épanoui de la jeune maman fit plaisir aux voyageurs. L'enfant avait le teint plus clair que celui d'Angelina, mais semblait avoir hérité de ses cheveux foncés et crépus. « Il est magnifique !» s'extasia Ginny. « Et drôlement dodu. Tu mets quoi dans ton lait ?»« C'est à Molly qu'il faut le demander, » sourit Angelina. « Elle vient tous les jours nous apporter de quoi manger, pour que je puisse me consacrer entièrement à Freddy. »« Elle n'en fait pas trop ?» craignit Ginny. « Elle me donne plein de conseils, et ma mère aussi. Mais George et moi, on fait comme on a envie, » la rassura sa belle-sœur. « Et puis, sans elle, je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre ma douche tous les jours. »« Tu reprends le travail demain ?» demanda-t-elle à Harry.
Oui. Et toi, tu penses revenir ou rester un peu à la maison? Je vais me donner 2 ou 3 mois et puis je verrai après. Angelina n'avait informé personne de son mariage au QG, et c'est avec surprise que ses collègues avaient constaté que sa taille s'épaississait. Elle avait tenu à continuer à travailler, et quand son état n'avait plus permis qu'elle fasse des enquêtes à l'extérieur, Fawcett lui avait confié des tâches de recherche et de documentation. Cette tâche n'était pas valorisante, mais elle l'avait exécutée avec application et avait réalisé des rapprochements entre plusieurs dossiers, entraînant la résolution d'une affaire qui stagnait depuis des mois. La jeune femme avait été très satisfaite de contribuer à la bonne marche du service, malgré son incapacité physique temporaire. Ginny avait rapporté à Harry que Molly s'inquiétait du manque d'intérêt apparent de sa belle-fille pour la vie de famille. Elle devait être désormais rassurée. Angelina semblait vouloir profiter de sa maternité, même si elle n'envisageait pas d'abandonner définitivement son travail. Une fois que l'enfant eut terminé son repas et fait son rot, sa mère le confia à Ginny, qui se mit à le bercer doucement. Harry et elle n'avaient pas encore parlé de fonder une famille, mais Harry savait que Ginny le souhaitait autant que lui, même si elle savourait au maximum la chance qu'elle avait d'être chez les Harpies. Angie entreprit de déballer les cadeaux que Harry et Ginny avaient ramenés, des jouets moldus multicolores. Ils avaient aussi acheté, pour tous les enfants Weasley, des costumes traditionnels dans chacun des pays qu'ils avaient traversés. Le petit Freddy n'avait pas été oublié, même s'il devrait attendre 2 ou 3 ans pour se déguiser avec. Ils allèrent ensuite voir Arthur et Molly, pour leur remettre les souvenirs qu'ils avaient prévus pour eux. « Vous n'avez pas eu trop froid ?» s'inquiéta Molly. « Si vous vous étiez unis en été... » « On ne serait toujours pas mariés et ce serait bien dommage, » compléta Ginny. « Maman, tu ne me feras pas regretter mes noces. »« Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, » s'offusqua sa mère. « Tous ceux qui sont venus à Avalon et que j'ai revus depuis m'ont dit à quel point ils avaient apprécié les 3 jours passés avec nous, » indiqua Arthur. « C'était un événement particulièrement réussi qui restera dans les mémoires. »« Les journaux en ont beaucoup parlé ?» demanda Harry. Oui, il y a eu des articles toute la première semaine et on trouve encore des allusions dans des chroniques qui traitent d'autres sujets. J'ai l'impression que, dans l'ensemble, tout le monde pense que vous l'avez bien mérité. Vous ne me ferez pas croire qu'il n'y avait aucune critique, douta Ginny qui avait maintenant une certaine expérience de la célébrité. Il y a toujours des esprits chagrins qui considèrent que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, admit son père. Mais si vous n'aviez rien fait, d'autres auraient trouvé Harry radin, ajouta-t-il avec sagesse. Rassurez-moi, la photo où Owen embrasse Ginny n'a pas été publiée, s'inquiéta Harry. Vous n'avez pas eu la une de la Gazette ? Demanda Arthur. Ron et George devaient vous l'envoyer. Vous plaisantez ? S'affola Harry. Ils avaient réellement l'intention de vous faire parvenir un exemplaire retouché de la Gazette, expliqua Arthur dont le regard pétillant rappelait celui de ses fils. Je suppose qu'Hermione et Angelina les ont dissuadés. Elles leur ont sauvé la vie, assura Harry reprenant son souffle. Papa, tu n'as pas honte ? S'indigna Ginny. Nous faire une peur pareille ? Je le leur avais promis, se défendit Arthur sans une once de remords. Parfois, j'ai l'impression d'avoir élevé 8 enfants, remarqua Molly. En parlant de Ron et George, le spectacle de Feu Fou a été largement commenté. Et leurs clients ont été très déçus d'apprendre que le récit de la bataille de Poudlard ne soit pas en vente. Ils veulent te voir, Harry, avant de décider s'ils le commercialisent ou non. Harry était très partagé à cette idée. D'un côté, il était toujours gêné de constater quand on s'intéressait à lui. Mais de l'autre, cela accréditerait une version des faits qui ne parlait ni des Horcruxes ni des reliques de la mort. « Je vais y réfléchir, » indiqua-t-il. Nous venons de passer voir Angelina et Freddy. Cela m'a fait plaisir de les trouver en si bonne forme. Cela suffit pour lancer Molly dans les détails des 15 premiers jours de vie de son petit-fils. Heureusement, Arthur l'interrompit rapidement pour demander aux voyageurs de raconter leur croisière et se montra passionné par leur description des moyens de transport moldus. « Ah, un trajet en avion !
Tu te rends compte, Molly? Voler à 4000 mètres au-dessus du sol? Pas du tout, répliqua-t-elle. Et si tu veux le faire, ce sera tout seul. Prendre mon envol sans toi? Je ne l'imagine même pas, ma colombe, assura Mr. Weasley en lançant une œillade à son épouse avec autant de passion que si c'était leur mariage à eux qui avait été prononcé 2 semaines auparavant. Note de bas de page. Les années 90, pour Aberforth Dumbledore, c'est 1890 bien sûr, juste pour voir ce qui suivait. Le fantôme d'Edgar Clogg vient du jeu vidéo Harry Potter et la Coupe de Feu.